Si on parle de forme-valeur, ça sous-entend qu'il y a plusieurs manières dont la valeur va s'exprimer, va être exprimée. Il y a des formes-valeurs différentes. Donc Marx distingue la forme-valeur simple, la forme-valeur totale ou développée et la forme-valeur générale. C'est trois moments historiques de la forme-valeur. On est d'accord? Alors, dans la forme-valeur simple ou contingente, il y a un petit problème auquel le lecteur est confronté. On dit que finalement, la valeur d'échange, c'est le temps de travail socialement nécessaire à la production de la marchandise. Oui, c'est vrai, mais dans la forme valeur simple ou contingente, c'est un petit peu plus compliqué. Puisque, en gros, ce qu'imagine Marx, ce qu'il essaye de nous faire comprendre, c'est qu'on va avoir des gens qui vont arriver avec une marchandise qui est un besoin pour ceux qu'ils vont rencontrer, qui, eux, vont avoir des marchandises, ou vont avoir une marchandise qui va correspondre aux besoins de ceux qui ont apporté l'autre marchandise, qu'elle va s'échanger. Et donc, la valeur, elle va se déterminer par rapport à un temps de travail socialement nécessaire, qui n'est pas automatiquement le temps de travail socialement nécessaire dans les deux sociétés pour les marchandises qu'elles ont à vendre. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que c'est le temps de travail socialement nécessaire de l'endroit où a lieu l'échange, pas le temps de travail socialement nécessaire automatiquement qui a servi pour créer la marchandise en question. Alors on va essayer de trouver un exemple, j'espère ne pas me tromper, mais moi je vois la chose comme ça. Les Grecs arrivent quelque part et ils ont besoin en général de blé. Et ils arrivent avec quoi? Ils arrivent avec des poteries. Le peuple qui a le blé, il veut ces poteries, soit pour des raisons pratiques, là il s'agit des poteries, les amphores les plus simples, mais soit aussi pour des raisons religieuses ou des raisons de luxe, et pour ces raisons, ils sont prêts à payer, sauf qu'ils ne savent pas faire ces poteries, donc, puisqu'ils achètent aux Grecs, sinon ils les feraient eux-mêmes. Donc, le temps de travail socialement nécessaire pour fabriquer ces poteries, pour eux, il va être différent de celui des Grecs qui, eux, produisent des poteries en permanence quand ils sont à Athènes ou dans une ville quelconque de Grèce. Et par contre, pour les Grecs, qui produisent du blé, mais qu'ils produisent en petite quantité, c'est très difficile, ça demande un temps de travail très très long dans la mesure où il y a la sécheresse, enfin, il y a un tas de raisons, la terre est pauvre, etc. Toutes raisons que donne Marx aussi. Hein. Le temps de travail socialement nécessaire du blé, c'est par rapport à ce qu'ils connaissent en Grèce. C'est donc un temps de travail socialement nécessaire, mais qui est lié aux conditions locales de production des marchandises, et notamment du lieu où a lieu l'échange. Et d'ailleurs, ce sont les Grecs qui se déplacent, ce n'est pas les autres. Il faut quand même se rappeler ça. Voilà. Et donc, l'exemple qui est donné ici, alors, il est différent. Hein. 20 aunes de tissu vaut un habit. Donc, vous allez au marché, vous avez 20 aunes de tissu, et vous dites, je voudrais un habit. Mais rien ne vous dit que l'habit, il est là. Hein. Je signale qu'au Moyen-Âge, les nobles, ils vont souvent avec le tissu, et ils commandent l'habit, et on va leur faire l'habit dans le tissu. Donc, il y a un échange, mais cet échange fait qu'il y a un temps de latence entre le moment où le type il bénéficie du bien, et enfin du bien qui va être créé, etc. Et en fait, l'habit, c'est l'équivalent des 20 aunes de tissu, je ne me rappelle jamais l'autre, des 20 aunes de tissu,
Mais il est évident que l'habit, il n'y a pas, dans l'habit qui va être porté, il n'y a pas 20 aunes de tissu. D'abord parce qu'il y a des pertes, hein, il va couper, etc. Puis on peut même imaginer qu'une partie des 20 aunes vont servir pour faire autre chose après. Il lui donne l'habit, et l'équivalent, il est lié au fait que pour créer 20 aunes de tissu, il faut, mettons, 3 jours, et pour faire l'habit, il faut 3 jours. Mais voilà, c'est uniquement à ça. Alors là, de ce point de vue, il n'y a pas de gros problèmes pour comprendre. Simplement, quand on a ça, on n'a pas l'économie capitaliste. On a les bases sur lesquelles va se créer la société marchande. Et à ce moment-là, on a un tas de marchandises qui s'échangent entre elles, mais c'est, alors le mot contingent est important, c'est aussi en fonction du hasard. Par exemple, en Polynésie, ce qui va être la marchandise des champs, enfin équivalente, ça va être les plumes ou les coquillages. Vous savez, ces coquillages-là, les grains de café là, qu'on retrouve sur la côte africaine, etc., comme monnaie d'échange. Parce que chaque société a des besoins. On a vu que les besoins, c'est pas automatiquement manger, s'habiller et se protéger. Elle a des besoins religieux, des besoins d'exercer le pouvoir, etc. Et que dans ces besoins, il y a ces coquillages qui ont cet aspect. Et donc, c'est contingent, parce qu'il y a des moments où on ne doit pas avoir besoin de ça, où les échanges se font sur autre chose. À un moment donné, ça va être sur les coquillages, à un moment donné, ça va être sur les plumes, et à un moment donné, ça va être sur des armes ou sur du bétail. Donc, est-ce que vous avez des problèmes là-dessus? Est-ce qu'il y a question là-dessus? Non? Pas vrai? Donc, on continue sur cette question. En fait, quand on a des marchandises, à proprement parler, aunes de tissu, habits, la valeur, elle va se modifier aussi, parfois par le fait que si les échanges deviennent plus réguliers, c'est le temps de travail socialement nécessaire, réel, qui va s'imposer, et donc peut-être que la marchandise A, qui est la marchandise qui s'échange, la marchandise A, on va mettre moins de temps de travail à un moment donné qu'à un autre pour la produire. Donc le prix en équivalent va baisser. C'est-à-dire que l'équivalent va voir sa valeur baisser. Ouais. Et puis peut-être que cette marchandise, ça va être le contraire, ça va être plus difficile pour la produire. Donc il y a plus de temps de travail. Pour un tas de raisons, ça peut être la marchandise, mais ça peut être les matières premières, la marchandise, plus de temps de travail, et donc sa valeur va augmenter, et la valeur de l'équivalent va donc baisser. Pour autant, c'est contingent. C'est un peu le hasard qui fait que ces questions, elles se règlent. Et à un moment donné, on va avoir une forme équivalente qui va s'imposer. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit en fonction des contingences, des rencontres de marché, ce qui va s'imposer, c'est un type de marchandise. Alors, Marx donne comme exemple le bétail. C'est une forme qui peut être abstraite. C'est-à-dire que vous allez sur un marché donné, il s'agit encore ici d'échanges qui ne sont pas proprement parlé celles du marché, tel que nous l'entendons aujourd'hui, mais par exemple, on peut imaginer un peuple des peuples qui pratiquent l'élevage, donc la marchandise équivalente, le temps de travail socialement nécessaire, il est le même pour tous. Il n'y a pas de différence en fonction du lieu. Et donc, ça devient la référence pour payer
ou pour échanger, plus exactement, le mot payer n'est pas juste, pour échanger contre des marchandises dont on a besoin. Et donc, on va calculer mettons, en bœuf. Il y a, je sais pas moi, tant de kilos, on va parler en tonnes de blé, ça représente 5-6 bœufs. Il n'y a pas besoin d'avoir le bœuf. On sait que c'est le bœuf, ça se note, et ensuite, on va l'échanger contre... bon. Ça, c'est la forme équivalente qui se développe. Mais à un moment donné, ça peut être des esclaves. Mais ça a des inconvénients, tout ça. C'est que ça peut mourir. Le bœuf, l'esclave. Puis on n'a pas automatiquement, sur le marché le besoin de l'ensemble des marchandises que représente un esclave. Or, vous ne pouvez pas non plus couper la tête de l'esclave pour acheter une partie des marchandises dont vous avez besoin. Parce que si vous coupez la tête, il n'a plus de valeur. Donc, petit à petit, il y a une marchandise qui va coaguler, pour parler comme Macron, qui va coaguler le temps de travail socialement nécessaire qui existe. Et ce mot coaguler est juste, je ne sais pas, mais ça donne un peu l'idée de ce que ça peut être. C'est l'or et l'argent. Je vais un peu vite en besogne, mais en gros... Ouais, vas-y. Je sais pas, moi j'avais compris qu'on en était là à une forme équivalente. Il prend beaucoup l'exemple effectivement de la toile et de la vie. Disons que dans cette étape-là, en plus, il y a une sorte de proximité naturelle. Ce que tu disais toi-même, on fait la vie dans... Voilà. Et qu'ensuite, petit à petit, les choses vont se complexifier parce que les formes équivalentes vont être... comme c'est simplement la part de travail, c'est le travail qui donne la valeur, finalement, on va voir apparaître des échanges avec des marchandises qui sont apparemment très éloignées dans leur valeur d'usage. Mais c'est celle qui cristallise aussi un temps de travail socialement nécessaire qui peut se décomposer de manière à pouvoir... de ce point de vue, moi, page 54, parce qu'on en est au début, et ça, vous avez dû le lire au début, il y avait quelque chose qui m'a intéressé, parce que, en fait, le fond de tout, c'est l'affirmation, page 54, que les marchandises en tant que valeur sont de simples gélifications du travail humain. Ça, on l'avait vu. Voilà. Et ensuite, il y a un aspect qui m'a intéressé, y compris aujourd'hui, quand on parle des compétences, par exemple. C'est la phrase... Par le fort. Il ne suffit cependant pas d'exprimer le caractère spécifique du travail dont est faite la valeur de la toile, la force de travail humaine à l'état fluide, où le travail humain forme bien de la valeur, mais elle n'est pas elle-même valeur. Elle devient valeur à l'état coagulé, sous une forme d'objet. Oui. Et ça, c'est intéressant, parce que la tendance qu'a y compris le patronat aujourd'hui et l'école à vouloir morceler en multiples petites compétences comme ça va dans le sens de peut-être de retirer aussi la visibilité de l'état coagulé de ce travail dans la production d'un objet. Oui. Ah oui, d'ailleurs... Et donc de lui retirer cette notion, nous, qu'on y met, il y a du travail apparemment abstrait, apparemment social, mais tout ça, ça s'est coagulé dans une marchandise, dans un objet qui devient marchandise et qui prend sa valeur par la quantité de travail coagulé. Voilà, et je me disais que ça m'a fait penser aux compétences, au morcellement y compris de toute évaluation ou de tout apprentissage, de tout savoir, en multiples compétences, qui semblent nier l'état coagulé du travail.
et même, je dirais même, qui nie la valeur du travail. Qui nie la valeur du travail, c'est ça. C'est ce qu'il dit, il ne faut pas confondre. Oui. Mais c'est vraiment, c'est pour ça que je reviens à ce que je disais, parce que on va revenir sur l'or après, et sur la forme équivalente générale, etc. Mais pourquoi? Parce que, en même temps, il y a un autre phénomène qui se produit. C'est la contradiction qu'il y a entre le fait que vous avez dans l'équation de la forme valeur simple alors les 20 ohms de tissu, c'est 20 ohms de tissu, c'est de la valeur d'usage, et l'équivalent, la bille, ici, n'est pas une valeur d'usage. Il est une valeur d'échange. Ce sur quoi il insiste, et là je crois que c'est le côté, je m'excuse de le dire comme ça pour les althusériens, mais c'est le côté très humaniste de la démarche de Marx. Parce que, à chaque fois, il insiste, il renvoie à cette notion du caractère créatif du travail. C'est le travail humain qui permet justement que se développe la richesse sociale. C'est ça l'idée. Alors, la forme équivalente d'une marchandise, ici la bille, c'est la forme de son échangeabilité immédiate contre une autre marchandise, la toile. Donc en gros, la bille est échangeable immédiatement contre 20 ohms de tissu, hein, et à la limite, 20 ohms de tissu peut être échangeable immédiatement contre une autre marchandise équivalente. C'est ce qui explique pourquoi on va passer à la forme équivalente à la forme valeur générale, qui justement anticipe le passage à la monnaie, proprement dit. Donc, voilà, ce que dit Marx, c'est que le travail concret contenu dans la marchandise équivalente est devenu simple expression du travail humain abstrait, à la forme de l'égalité avec toutes les sortes de travail, et de la sorte, bien que travail privé, comme tous les autres, produisant des marchandises, il est travail sous forme immédiatement sociale. C'est pourquoi il se présente comme un produit immédiatement échangeable contre une autre marchandise. Alors, c'est là que Marx fait une petite aparté à propos d'Aristote. Bon, Aristote est le premier à avoir compris ce problème de la forme-valeur, du temps de travail socialement nécessaire. Sauf qu'il n'a jamais pu l'exprimer. Alors pourquoi? Parce qu'à l'époque d'Aristote, le travail humain ne peut pas être réduit à une valeur égale. Pourquoi? Parce qu'il y a du travail d'esclave et du travail d'homme libre. Et on ne peut pas réduire le travail de l'homme libre au travail de l'esclave. Parce que sinon, on reconnaît une humanité à l'esclave, d'une part, et d'autre part, on contribue à la dégradation du statut du travail dans la société grecque. Donc du coup, Marx explique qu'Aristote n'a pas la capacité théorique à comprendre justement le fait que finalement, le temps de travail socialement nécessaire, c'est un travail, c'est du travail égal. C'est un travail complètement à l'état le plus simple et qui peut s'interchanger avec tout autre travail. On est d'accord? Bon. Donc voilà, ça c'est la manière dont les choses se développent. Vas-y, Emmanuel. Alors, juste avant, je m'étais posé la question, quand page 61 avant parlait d'Aristote, il dit il y a une deuxième caractéristique de la forme équivalente. Le travail concret, il devient la forme phénoménale de son contraire, du travail humain abstrait. Donc là, je m'étais dit, est-ce que c'est bien parce que, en fait, le travail n'est pas le même? C'est ça qu'il veut dire
dans le travail après, entre le travail du tisserand qui va fabriquer la toile et le travail du couturier qui va fabriquer l'habit, le travail n'est pas le même. Mais il y a au bout du compte une forme phénoménale du travail, le travail humain abstrait. Mais non, mais c'est le problème de la valeur d'usage. C'est-à-dire que le travail du tisserand est qualitativement différent du travail du fileur, mais quand les produits s'échangent, on réduit à un temps de travail simple, le plus simple possible, et c'est lui qui s'impose dans la valeur d'échange, mais pas dans la valeur d'usage. Et cette contradiction, elle porte... Mais alors il ne parle pas tellement de temps de travail. Il parle de travail humain abstrait. Oui, mais c'est le temps de travail humain abstrait qui détermine la valeur. Mais ça va venir après, dans la suite. Là, pour l'instant, ce qu'il montre, c'est que, en fait, il y a une contradiction. C'est celle que le capitalisme continue de porter. Il y a une contradiction entre le travail utile, le travail qui crée de la valeur d'usage, et ce travail abstrait qui est exprimé par la valeur d'échange. Et que, en fait, dans le capitalisme, qu'est-ce qui est le plus important pour le capitalisme? Le travail abstrait. C'est le travail abstrait. Donc, par essence, il écrase le travail utile. Il a tendance même à le nier, à le saboter, je dirais, puisqu'il est prêt à tout pour que ça soit du travail simple. Il écrase aussi la réponse aux besoins des individus, parce qu'en fait, il considère le transport, l'éducation, la santé comme en fait des valeurs d'échange. Et d'ailleurs, plus tard, il va revenir et il va dire, à partir de ces parties-là, il va dire, rappelez-vous que en société capitaliste, ce qui intéresse le capitalisme, c'est pas la production de marchandises qui sont utiles. Ce qui l'intéresse, c'est le surtravail, c'est la survaleur qu'il peut en tirer. C'est-à-dire que la production capitaliste, c'est de la production de survaleur. C'est pas de la production de produits destinés à répondre aux besoins, sauf que ça passe par ce type de produit. Mais c'est pas ce à quoi est attaché le capitalisme. Et d'ailleurs, quelque part, je pense que ça a des incidences morales. Vous avez tous entendu parler de capitalistes, de petits capitalistes, c'est pas vrai pour les monopoles aujourd'hui, mais de petits capitalistes qui se sont lancés dans une affaire qui a marché et qui étaient très attachés à leur affaire et qui ont voulu développer leur affaire, etc., qui vivaient mieux que leurs ouvriers, mais parfois pas vraiment différemment, etc. Et quand il meurt, vous avez le fils qui reprend l'affaire de papa et qui bouffe la grenouille parce que il bouffe toute la plus-value pour ses besoins propres. Il s'intéresse plus du tout à la production. La seule chose qui l'intéresse, c'est de faire de l'argent. C'est-à-dire, grosso modo, exploiter le travailleur et bénéficier du surtravail produit. Et donc, on voit bien que cette contradiction qui existe à l'intérieur de la marchandise, elle a des répercussions sur la société, sur la manière de se conduire des uns et des autres. Et alors, effectivement, à partir d'un moment, il y a la concurrence. Mais la différence entre les capitalistes, elle se fait aussi sur celui qui sait rechercher le maximum de surtravail à travers l'exploitation pour le réinvestir et augmenter la capacité à créer de la survaleur, et celui qui se perd dans les délices de Capoue, c'est-à-dire qu'il va vouloir s'acheter la voiture dernier cri haut de gamme, la montre Rolex, etc., et qui, à un moment ou à un autre, n'a plus la capacité à accumuler
pour la production de survaleur. Oui, mais il ne faut pas les opposer en disant qu'il y en aurait un qui aurait... Ah, il n'y en a pas un qui est bien et l'autre qui est mauvais. Voilà, les deux, en fait, sont sur... voilà, on est bien d'accord. Sauf qu'il y en a un... C'est juste l'utilisation de la survaleur. Sauf qu'il y en a un qui pète les plombs, qui pète les plombs parce que il confond la survaleur avec sa propre jouissance personnelle. Il y en a un qui est un peu plus écureuil que l'autre, quoi, on va dire. Ouais, non, il y en a un qui est plus capitaliste que l'autre. L'autre, un qui est plus fourmi et l'autre qui est plus cigale. Oui, mais il y en a un qui a bien compris la logique du capitalisme, c'est l'accumulation, et l'autre qui, finalement, réagit un peu comme le gars qui gagne au loto, vous savez, les fameux gagnants au loto, qui, au bout de 5 ans, n'ont pas plus d'argent qu'ils n'en avaient avant d'avoir gagné au loto. Devient forme valeur développée ou forme valeur totale, ou développée ou forme valeur totale, c'est-à-dire qu'on a les 20 zones, c'est ce que j'ai déjà évoqué, 20 zones de toile, c'est égal à un habit, ou à la place de l'habit, c'est 10 livres de thé, ou un quarter de blé, ou 3 onces d'or, ou un tiers de fer. Et là, vous avez vu apparaître l'once d'or comme forme de marchandise, comme une autre. Ce qui veut dire que, pour Marx, à cet état de développement des choses, l'or, c'est uniquement pour des bijoux ou pour des éléments de ce genre. C'est pas de la monnaie qui fait. Ouais, c'est une marchandise comme une autre. Hein. Et d'ailleurs, on voit très bien, dès l'Antiquité, je vais prendre sur la partie occidentale, je ne connais pas la Chine, etc., mais sur l'Antiquité grecque, dès le 7e, 8e siècle, on a des bijoux en or. Hein. Même le 12e siècle, Mycène et toutes ces villes-là qui sont liées à la guerre de Troie, etc., les trésors, le trésor d'Agamemnon, etc., c'est des bijoux. Donc l'or, là, est devenu une marchandise comme les autres, un moyen de production comme une matière première comme une autre. Donc on a tout ça, et finalement, le fait qu'il y ait toutes ces équations qui donnent l'équivalent aux 20 tonnes de toile, fait qu'à un moment donné, il y a retournement. C'est-à-dire que c'est les 20 aunes de toile qui va devenir l'équivalent de toutes ces marchandises. D'accord? Et là, alors c'est là que le bétail devient un équivalent, ça on sait, hein, tête de bétail, sans que jamais du bétail soit mis sur place, ou très rarement. Les esclaves, il y a des choses par contre qui ne le seront pas, et pendant très longtemps, on va revenir là-dessus. Par exemple, la terre. La terre ne sera jamais équivalent général, ou forme valeur totale. On reviendra là-dessus après. Et donc, on passe de la forme valeur totale, ou forme valeur développée, à la forme valeur générale. Ça va, vous suivez là? C'est plus facile quand on en discute que quand on lit. Hein. Ça, je pense que on est tous d'accord là-dessus. Alors, donc, on a un habit, 10 livres de thé, 40 livres de café, un quarter de blé, 2 onces d'or, 1 demi-tonne de fer, une demi-tonne de fer, X marchandises A, etc. Marchandises qui sont égales toutes à 20 tonnes de toile. Hein? Cette forme est déjà présente objectivement dans la précédente, mais là, c'est devenu, à la limite, les 20 tonnes de toile ont quitté les autres marchandises pour s'opposer à elles. Elles s'opposent dans la mesure où elles se reflètent toutes dans les 20 tonnes de toile. Et donc c'est la forme valeur simple et collective, universelle des marchandises. Et elle réfère les marchandises les unes aux autres en tant que valeur. Elle les fait apparaître les unes aux autres comme des valeurs d'échange, puisque à chaque fois elles ont une valeur, c'est 20 tonnes de toile. Donc tu peux acheter un habit contre 2 onces d'or, 10 livres de thé contre un quarter de blé, X marchandises A contre 40 livres de café, sachant que la quantité est liée au temps de travail socialement nécessaire pour la production de cette quantité de marchandises.
ce que dit Marx à la page 68, c'est que la valeur de la marchandise se présente sous toutes les formes possibles de valeur d'usage, sauf la sienne. Parce que, ici, les 20 tonnes de toile ne sont pas de la valeur d'usage, c'est les autres qui sont. Ce qui la distingue complètement de sa propre valeur d'usage. Pas d'expression de valeur commune des marchandises, puisque toutes sont équivalentes face à l'expression de valeur de la marchandise A. La forme valeur développée apparaît lorsqu'un produit du travail, exemple le bétail, est échangé de façon habituelle contre toutes sortes de marchandises. Donc là, on a quelque chose qui sert finalement d'équivalent à toutes les marchandises. Alors, c'est à partir de là qu'on va avoir ce que Marx appelle le rapport de développement entre forme valeur relative et la forme équivalent. Donc, dans la forme 3, c'est-à-dire la forme valeur générale, quand je dis forme 3, c'est par rapport aux différents chapitres. Le monde des marchandises a une forme valeur relative sociale universelle parce que, sauf la marchandise équivalent générale, toutes les marchandises sont exclues de la forme équivalent universelle. C'est-à-dire que, à partir du moment où les 20 tonnes de toile sont l'équivalent de toutes les marchandises dont on a parlé, les autres marchandises ne deviennent pas équivalentes. Alors que jusque-là, chacune à leur tour, elle devenait équivalente en fonction des besoins du marché. Donc il n'y a plus qu'un équivalent général. Alors ça, il ne dit pas à quel moment... Non, on n'a pas... En fait, ce qu'il dit, c'est que ça, c'est une longue période historique où les choses se mélangent, se construisent petit à petit. En fait, sa valeur s'exprime relativement dans la série infinie de tous les autres corps de marchandises. C'est la forme valeur relative développée qui apparaît comme forme valeur spécifique de la marchandise équivalente. Et à partir de là, on va passer du passage de la forme valeur universelle à la forme monnaie. La marchandise équivalente devient marchandise monnaie. Donc au début, c'est la valeur de référence. Elle devient monnaie, c'est-à-dire elle s'échange contre. Et elle devient monopole social du rôle d'équivalent universel. Et c'est l'or qui conquiert cette place. Quand on dit elle acquiert le monopole social du rôle d'équivalent universel, ça veut dire que là, on a un élément tiers qui intervient, c'est l'État qui décide de la valeur de cette forme monnaie. Et quand il choisit l'or... C'est à nous de le déduire, il le dit. Ah, il le dit, Marx. Il dit à un moment donné, l'État décide que tant de poids d'or, c'est l'expression d'une valeur d'échange. Exemple, mettons 4 grammes d'or, enfin, je dis mettons parce que je ne connais pas les équivalences réelles, mais 4 grammes d'or égale 1 ducat. Ça, c'est l'État qui décide. Et on voit bien que la monnaie, sous sa forme or ou argent, elle apparaît avec l'État, enfin, elle apparaît dans le cadre de sociétés où la classe dominante est organisée en État. La société grecque, par exemple, au 8e siècle, avec le talent, etc. Alors, pourquoi la monnaie s'impose? Ça, c'est quelque chose, la forme monnaie, c'est quelque chose de particulier, et il faut qu'on ait tous ça présent à l'esprit pour la suite du capital, parce que là, on va revenir longuement sur ces questions. On a donc tout un tas de marchandises dont la valeur d'échange s'exprime dans 2 onces d'or. Et c'est la 4e forme de la monnaie, enfin la 4e forme de la valeur. Et cette 4e forme, elle ne connaît pas de transformation essentielle. L'or s'est simplement imposé sur la toile, les esclaves, les coquillages, les bovins, les chameaux. Simplement, la forme d'échangibilité universelle immédiate
ou la forme équivalent universelle, s'est définitivement fondu par habitude sociale sous la forme naturelle spécifique de l'or. Alors pourquoi l'or? Ou l'argent? Parce que Marx insiste sur l'or, mais il dit aussi l'argent. Parce que ces deux métaux ont des qualités particulières. Vous voyez, il n'y a pas de c'est pas simpliste le marxisme et le matérialisme dialectique, contrairement à ce que disent les autres. C'est qu'ici, il y a des qualités qui sont des qualités intrinsèques de l'or et de l'argent. Premièrement, vous avez un temps de travail socialement nécessaire pour extraire l'or et l'argent qui est très important. Parce que, alors, on va prendre des données relativement aujourd'hui, hein. Je crois qu'il faut déplacer, je crois, 1 tonne de rochers pour avoir 2 grammes d'or dans les mines en Afrique du Sud. Je crois que c'est à peu près cet état-là. Je me demande si je ne suis même pas en deçà. Alors évidemment, il y a des périodes où on est tombé sur des filons d'or qui étaient beaucoup plus rentables. Et donc là, la monnaie, elle a subi une perte en termes de valeur d'échange. La conquête de la Californie, enfin l'or en Californie, etc. Et c'est des moments où on était à la recherche d'or parce qu'on avait besoin d'une monnaie relativement bon marché pour pouvoir investir, etc. C'était avantageux pour les capitalistes. Alors ça, c'est la première chose, c'est le fait que, de toute façon, un filon d'or, c'est du temps de travail socialement nécessaire, extrêmement long, donc ça cristallise sur beaucoup de valeur. La deuxième chose, c'est les qualités physiques de l'or et de l'argent. Vous avez un morceau d'or, un morceau d'argent brut, vous le mettez dans votre jardin, 5 siècles plus tard, vous avez un mec qui creuse dans votre jardin, dans ce qu'a été votre jardin, il trouve son or, il trouve son argent, ça n'a pas perdu sa qualité. C'est moins vrai pour l'argent que pour l'or. L'argent a tendance à se dégrader quand même. Mais n'empêche que, en frottant bien, il va retrouver le brillant, etc., etc. Donc ça, c'est un élément important, parce que ça permet, y compris, de thésauriser de la valeur d'échange en soi. Ensuite, c'est 2 métaux qui se travaillent d'une manière extrêmement facile et qui permettent de thésauriser, y compris sous forme d'objets particuliers, qui sont des objets qui vont, y compris, permettre de montrer le poids social de la classe sociale qui possède ces objets. Exemple, les objets religieux fabriqués en or, les croix, les bénitiers, et l'argent aussi. Et le mélange des deux, qui permet d'attendre, on n'en a pas besoin dans la circulation, qui permet d'attendre le moment où on va en avoir besoin. Et c'est là qu'il y a des contradictions qui apparaissent, rigolotes, dans l'histoire. On dit, l'Église sont immensément riches, regardez, vous visitez n'importe quelle cathédrale, le trésor du Vatican, vous avez des objets en or, en argent. Effectivement, ils ont été thésaurisés historiquement. Mais aujourd'hui, l'Église ne peut pas les fondre, etc., parce que ça ferait un scandale, parce que c'est devenu des œuvres d'art. Donc il y a bien une contradiction là, qui s'opère dans la thésaurisation à l'échelle historique, parce qu'on ne peut pas réutiliser les trucs. Mais cela dit, il y a eu des périodes où ça s'est fait. Et je vais en donner un connu, la Révolution française. Quand elle a considéré que les biens d'église étaient biens nationaux, alors on va mettre de côté la terre, mais au niveau des biens qu'étaient les bénitiers, les crucifixes, etc., en or et en argent, on les a fondus, parce que la République en avait besoin pour faire la guerre. Et ça a fait un scandale. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, la République bourgeoise démocratique et révolutionnaire de 1792-1793 n'est pas la seule à avoir agi comme ça. Je rappelle qu'il y a eu des démêlés entre l'Église catholique et le roi Philippe le Bel pour exactement les mêmes raisons. Et il y a eu d'autres rois de France, je me demande si Louis XI ne fait pas partie de cela d'ailleurs, les rois qui ont mauvaise réputation en règle générale,
Ils ont dit à l'Église, mais les biens que vous avez, ils vous ont été remis pour pouvoir répondre aux besoins de la monarchie et des sujets en cas de besoin. Donc par conséquent, cet or et cet argent, il n'y a pas de raison que vous l'ayez. Et je crois que c'est un des justificatifs de ce que dit Henri VIII au moment où il y a la rupture avec l'Église catholique, où il dit, on reprend, et les princes protestants en Allemagne disent, finalement, on utilise cet argent qui vous avait été confié pour le cas où la société en aurait besoin. Donc vous voyez, on a avec l'or et l'argent. Alors ça c'est un autre élément. Troisième élément, l'or et l'argent, on peut l'avoir comme matériau qui renvoie à ce qu'il est, à ce métal, à ces métaux plus exactement particuliers, mais on peut l'avoir y compris sous forme de fil. On peut le réduire à sa plus simple raison, c'est toujours de l'or. Vous savez, on peut faire du plaquage, c'est toujours de l'or. Et on peut le réduire à sa plus simple expression. Par exemple, dans une pièce, on peut mettre une quantité d'or, ça a un nom, c'est le nombre de carats que comporte une pièce d'or. Et donc, on peut échanger avec un minimum d'or des marchandises qui sont bon marché. Alors après, ce que dans ces parties-là, Marx n'évoque pas, c'est que, par exemple, on va se servir du cuivre. Alors, c'est pas le hasard, on va se servir du cuivre pour faire une monnaie qui n'est pas une monnaie pour autre chose que des échanges simples. Pour aller vite, pour acheter du pain ou pour aller s'acheter des bonbons. On va prendre de la monnaie de cuivre. Mais là, je crois qu'il y a quelque chose qui le lie à l'or, c'est que c'est un cuivre qui est jaune. C'est-à-dire, c'est un cuivre qui évoque l'or. En fait, là, on utilise le cuivre comme quelque chose qui serait un palliatif à l'or, parce qu'on ne peut pas avoir 1 milligramme d'or pour acheter 3 œufs sur le marché, quoi. Donc, on va utiliser ces monnaies en bronze, en cuivre, qui apparaissent très tôt dans l'histoire, mais qui sont liées à la métallurgie, qui sont liées à un travail social, qui renvoie à un temps de travail socialement nécessaire, qui permet de faire l'échange entre une quantité X de pièces de bronze avec une quantité X de pièces d'or, etc. Donc, vous voyez, l'or et l'argent ont un tas de qualités qui fait que les marchandises pouvaient exprimer leur valeur dans leur valeur d'échange, et en même temps qui donnaient, alors il faut prendre en compte la société de cette époque, qui donnait une certaine stabilité à la valeur des marchandises. Parce qu'on est dans des sociétés, au moment où l'or devient l'équivalent général et devient la forme monnaie de la valeur, on est dans des sociétés qui ne sont pas des sociétés qui révolutionnent en permanence le mode de production. Vous savez, la valeur d'une paire de chaussures à la fin de l'Empire athénien doit être fort peu différente de la valeur d'une paire de chaussures au IXe siècle, au moment où Charlemagne devient empereur du Saint-Empire romain germanique. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de révolution dans le mode de production, dans les rapports de production. Enfin, dans les rapports de production, si, mais je mets de côté l'esclavage, c'est pas pour le travail de libre. Donc, en gros, mettons que ça soit une paire de chaussures, ça soit une pièce d'or, de, je sais pas moi, on va dire 3 onces, puisque 2 onces d'or, ce sera 2 onces d'or, une paire de chaussures pour un noble, etc. En gros, à l'époque de Charlemagne, elle vaudra toujours 2 onces d'or. Donc, le fait que l'or ait cette capacité finalement d'être entreposé et thésaurisé, donne une certaine stabilité.
problème, c'est qu'avec le capitalisme, les choses vont changer et qu'on va avoir des fluctuations monétaires qui vont se développer, et ça à partir du XIIe, XIIIe siècle. Et là, rappel historique, je vous rappelle que qu'est-ce qui est reproché à Philippe le Bel, fondamentalement, comme crime? C'est le fait d'avoir trafiqué la monnaie. Quand on parle de lui, on dit le faux monnayeur. Comment il trafique la monnaie? Sur une pièce qui est marquée, mettons, alors, je ne sais pas comment s'appellent les pièces françaises, j'ai plus souvenance, disons un ducat. Mais le ducat, c'est vénitien. Hein. Mais sur un ducat, il y a, dans un ducat, mettons, 4 grammes d'or. Mettons, hein, 4 grammes d'or. On est d'accord, vous me suivez. Si vous mettez 3 grammes et demi, et que vous mettez que c'est toujours un ducat, vous avez gagné 0,5 grammes d'or, et vous avez une pièce qui vaut toujours un ducat. Cette pièce, elle va circuler. Alors c'est ce que fait Philippe le Bel. Hein. Il modifie la quantité d'or qu'il y a dans la monnaie qui circule. Sauf que les marchands, alors au début, le roi il gagne. Il rembourse ses dettes, mettons 20 000 ducats, mais en réalité c'est pas 20 000 ducats qu'il donne, c'est 15 000. Ouais, c'est ça doit être 15 000. Et donc, du coup, les marchands, au bout d'un moment, ils rétablissent l'équilibre, ils augmentent les prix. Donc, alors qu'on lui devait 20 000 ducats, ben, les autres vont exiger 25 000, puisque 25 000 ducats, c'est l'équivalent de 20 000 ducats. Donc, vous voyez ce que le problème. Et Philippe le Bel a joué là-dessus. Et puis, la monnaie s'est stabilisée. Il y a des raisons, là je ne rentrerai pas en détail, je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est qu'au début de la guerre de 100 ans, la crise économique du mode de production féodal aboutit à ce que de nouveau, il y ait ce qu'on appelle des manipulations monétaires. Et ces manipulations monétaires, elles vont durer une vingtaine d'années. Et alors, encore une fois, c'est des rois qui ont une mauvaise réputation. Hein. C'est Philippe V, Philippe VI, c'est comment il s'appelle, Jean le Bon, et celui qui rétablit la stabilité monétaire, c'est Charles V, que l'on appelle le Sage, puisque, vous voyez, alors c'est très très rigolo parce que effectivement, on est dans une période de crise économique, le ducat vénitien s'effondre, le florentin s'effondre, entre autres parce que le roi d'Angleterre, pour faire la guerre contre le roi de France, a emprunté aux banquiers italiens et qu'il s'est révélé insolvable. Donc la banque de Sienne s'effondre, pas nouveau, hein. La Banca di Pasqua qui vient de faire faillite, là, elle a fait faillite déjà à l'époque, elle a été remontée sans problème par les uns par les autres, mais on a des faillites monétaires extraordinaires et il y a à un moment donné régulation et de nouveau l'or et l'argent qui expriment les choses. Alors, simplement, il y a une petite chose. À propos du passage de la forme universelle à la forme monnaie, on a vu qu'il y avait plusieurs marchandises qui, avant l'or, vont s'imposer. Alors, il y a une marchandise qui n'arrivera jamais à s'imposer comme forme monétaire. C'est la terre. Et j'insiste auprès de vous, par rapport à l'actualité, je me pose la question de savoir si le pétrole peut être la base de la valeur de la monnaie. Pourquoi je pose la question? Parce que vous savez que Maduro, au Venezuela, vient de créer une monnaie virtuelle qui s'appelle le Petro, je ne sais pas quoi, le Petro Bolivar, ou quelque chose dans le genre, et qui voudrait que la monnaie vénézuélienne repose sur la valeur du pétrole. Or, ce qu'explique Marx, c'est que la terre, c'est une marchandise particulière, puisque c'est une marchandise que l'on trouve à l'état brut, sans travail. Tant qu'elle n'a pas été travaillée, quand c'est une terre vierge, elle n'a pas de valeur intrinsèque. Elle a une valeur qu'à partir du moment où elle est travaillée. D'accord? Et chaque fois qu'on a voulu faire reposer
la monnaie sur la terre, il y a eu crise monétaire. Il y a un moment donné en France où la monnaie en circulation, ce n'était plus l'or, l'or était caché. D'ailleurs, l'or a très bien compris qu'il ne fallait plus qu'il monte son museau. Donc, les possesseurs d'or planqués jusqu'à ce que on retourne à une situation normale. Et la monnaie qui circulait, elle reposait sur la valeur de terre. Ah, ça vous dit rien, ça? Les assignats pendant la Révolution, c'est quoi? La valeur de l'assignat, c'est l'assignation à la valeur des terres, des biens nationaux, qui sont des biens confisqués aux émigrés et à l'Église. Et en fait, quand on a un assignat quand on a, mettons, 2000 livres d'assignat, c'est une somme qui sera censée être remboursée à son détenteur sous forme de terre. Alors ça, je suis étonné que vous ayez jamais appris ça, parce que c'est quand même c'est ce qui explique le bouleversement révolutionnaire qu'a constitué la vente des biens nationaux à la paysannerie française. L'État monarchique était endetté. La dette était insupportable, enfin, politiquement elle était insupportable. C'est elle qui avait créé la chute de l'Ancien Régime, tout au moins dans les formes immédiates. Et il faut régler la question de la terre. Enfin, il faut régler la question de la dette. La bourgeoisie veut se faire rembourser. C'est elle qui est endettée. Vous imaginez pas un Voltaire, combien il avait il avait prêté à l'État, enfin, il avait pris des emprunts de l'État, et ça représente en francs actuels, ça représente, enfin en euros, ça représente des millions, voire des milliards. Des millions, en France c'était des milliards, là ça doit être des millions. Alors, ils veulent se faire rembourser. C'est eux qui sont majoritaires à l'Assemblée nationale constituante. D'autant plus qu'une partie de la noblesse s'est démerdée avec des bourgeois pour prêter de l'argent. Donc, ils ont tous intérêt, en fait, à régler ce problème. Comment on va régler ce problème? On se regarde là, entre quatre yeux, entre les représentants des trois ordres, parce que même si c'est l'Assemblée nationale maintenant, c'est quand même les trois ordres qui sont là. On se regarde, tous. Les bourgeois disent quand même, nous, on a avancé l'argent. Les nobles, la grande noblesse, elle ne veut pas qu'on sache, parce que c'est interdit du point de vue moral de prêter de l'argent et de vivre comme ça. Et le clergé dit, oui, c'est vrai, il faudrait trouver une solution. Et donc tout le monde se tourne vers le clergé, les deux autres, s'il n'y a pas d'autre solution, il faut bien que quelqu'un paye. Tout le monde dit, c'est le clergé. Pourquoi le clergé? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les terres qu'on lui a confiées, c'était pas pour s'engraisser, c'était pas pour entretenir les enfants de la noblesse qui pouvaient plus vivre dans le monde parce que les fortunes familiales ne leur permettaient pas. Donc, il faut que la nation récupère les biens du clergé. Ils sont donc considérés comme biens nationaux. Mais l'essentiel, à ce moment-là, c'est pas l'aspect théorisé sous forme d'objets en or et en argent, ou en cristal, en cristaux, pardon. L'essentiel, c'est les terres. Parce qu'on est dans une société qui est encore marquée par la domination de l'agriculture. Et donc, ces terres, on ne sait pas combien elles valent. Leur équivalent en or, on ne sait pas combien c'est. Donc, on va créer une situation pour le temps de recenser les terres, on va créer une situation où on va donner à ceux qui ont prêté de l'argent à l'État monarchique, on va leur donner des assignats, c'est-à-dire des sommes, on va leur donner un papier qui est assigné sur les terres à venir. 2000 livres, 4000 livres, 400 000 livres, ça dépend de la fortune. Le problème, c'est que donc l'État règle sa dette de cette manière. Si on s'était arrêté là, à la limite. Le problème, c'est que, en fait, l'État va considérer que tout ce qu'il doit, c'est de la dette. Donc, il va commencer à systématiquement payer ce qu'il achète. C'est pas assigné à telle personne, c'est assigné au porteur. C'est d'ailleurs marqué au porteur. Moi, mon problème en tant que bourgeois, c'est pas que j'ai reçu un truc que je vais toucher peut-être dans 5 ans, alors qu'on est en pleine guerre civile et qu'on ne sait pas comment ça va se terminer. Moi, ce que je veux, c'est mon argent tout de suite. Donc, c'est au porteur. Donc, au porteur, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis commerçant dans le grain.
Et là, c'est intéressant parce qu'avec les troubles, le grain a tendance à être caché, spéculation, etc. Je vais acheter du grain. Donc avec les 4000 livres que j'ai reçus, je vais acheter 4000 livres de grain. Mais ces 4000 livres de grain, je les achète contre une somme qui en fait représente une quantité de terre qui n'est pas encore présente. L'autre, quand il me voit arriver, il me dit, si vous m'achetez les livres en or, je veux bien vous vendre mon grain. Mais sinon, moi je ne me fais pas d'illusions, hein, ça ne vaudra pas tant. Donc, allez, 3800, d'accord, je préfère avoir 3800 en grain que tout perdre. Donc, alors, la situation politique joue là, ici, hein, plutôt que tout perdre. Donc, là, le gars, il a ses 3800, il va s'empresser d'aller les échanger à quelqu'un qui va lui dire 3006. C'est ce qui vous explique pourquoi la valeur de l'assignat baisse au fur et à mesure. Parce que, en fait, la terre n'est pas crédible là. Il n'y a pas la possibilité de immédiate d'échanger, ce que disait tout à l'heure Marx, ce qu'on a vu tout à l'heure, le caractère, l'immédiateté de l'échange. Mais la deuxième chose, c'est que cette terre, elle ne vaut rien. Est-ce que ça sera de la bonne terre là-bas? On le sait très bien. Et puis, c'est de la terre travaillée ou c'est de la terre vierge? C'est pas la même chose. Enfin bon. Donc, par conséquent, ça n'arrive pas à stabiliser la monnaie. Alors, les mesures révolutionnaires vont permettre que l'assignat ne se dégrade pas trop. Le jour de la mort de Robespierre, c'est fini. L'assignat s'effondre. Mais du coup, là, c'est vachement avantageux. Parce que le mec qui a accumulé des assignats, quand il ne valait plus rien, au moment où la terre des biens nationaux va être mise en vente, elle va être mise en vente, non pas en fonction de la valeur de l'assignat réel, mais en fonction de la valeur nominale de l'assignat. Si vous avez acheté, ou si vous avez accumulé, mettons, 200 000 livres en assignat, mais que, en fait, ces 100 000 livres ou 200 000 livres ne vous ont coûté que 15 000 livres en or, l'équivalent en or, vous allez acheter pour 15 000 livres or, ce qui vaut en réalité 100 000 livres. Et là, vous avez les fortunes que la bourgeoisie va faire au moment de la liquidation de l'assignat. Et c'est tellement bourgeois qu'au début, on peut acheter toutes les terres en assignat. Ça, c'est la période Robespierre. Ce qui permet aux petits paysans et à un certain nombre de petits bourgeois d'acheter des biens nationaux, puisqu'ils sont payés comme ça. Mais dès que Robespierre est renversé, là, la bourgeoisie qui s'est enrichie, elle va imposer une clause. On achète en assignat et en or. Et donc, du coup, alors l'assignat, on prend encore un petit coup dans l'aile, mais du coup, ça permet des fortunes formidables, parce que, en gros, vous payez en or la moitié de ce que vous devriez payer. Quand vous avez un assignat qui ne vaut plus rien, dans la période 95, là, juste avant qu'il disparaisse, l'assignat ne vaut pratiquement plus rien. Donc quand vous payez un truc, 300 000 livres, 150 000 en or et 150 000 en assignat, c'est comme si vous payiez 150 000 livres. Donc ça fait des fortunes formidables. Pour qu'ils achètent des châteaux, parce qu'on a beau dire, etc., mais ils achètent des châteaux et en plus ils les démolissent, parce que c'est des gougnafiers. Ils achètent des églises et ils les démolissent parce que c'est des gougnafiers, pour pouvoir vendre la pierre. C'est-à-dire, c'est pas, contrairement à ce qu'on nous dit, c'est pas les saccages de 92-93 qui sont des actes révolutionnaires, même gauchistes, mais qui sont des actes révolutionnaires pour montrer que Dieu n'existe pas. En fait, c'est ça l'idée. Là, eux, ils bousillent les châteaux, etc., non pas pour des raisons politiques, mais c'est parce que, avec les matières premières qu'on récupère, on fait fortune. Donc ils ont acheté à bas prix et en plus ils détruisent, etc., etc. Ils vont faire ils vont faire les mandats territoriaux. Et les mandats territoriaux, en 6 mois, ils perdent 99% de leur valeur. Et alors le danger là, avec Maduro qui veut... Le danger, à mon avis, c'est que le pétrole, ça soit comme la terre. Parce qu'en fonction de la valeur du pétrole sur le marché, ça va évoluer différemment. Et puis, on voit mal... Alors, sauf si, quelque part, ça renvoie
Alors, mais est-ce que les réserves d'or du Venezuela sont suffisants? Parce qu'on a le même problème avec le Bitcoin, hein, la fameuse monnaie virtuelle là, dont on nous parle, etc. Personne ne comprend vraiment de quoi il s'agit. Bon, moi j'ai du mal à suivre, mais le Bitcoin, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, il ne repose pas sur une marchandise qui soit une marchandise dont le temps de travail socialement nécessaire et les qualités permettent de donner la confiance sur les valeurs qui s'échangent entre elles. Vous avez vu que le Bitcoin est passé de 20 000 $ au mois de novembre dernier à 8 000 aujourd'hui. Et il y a 3 ans, il était à 1 500 $. Ça fait quand même des trucs où, du point de vue de la spéculative, c'est intéressant. Au point de vue du reste, ça se discute. Et on reviendra, quand on va parler de la monnaie, sur le problème de ce qui s'est passé en 1945, avec les accords de Brighton, qui ont retiré l'or de la circulation monétaire. Mais attention, ils l'ont retiré d'une certaine manière, mais ils ont maintenu, et moi je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui encore, l'or joue un rôle considérable dans la stabilisation monétaire. Et j'en veux pour preuve le fait que l'année dernière, l'Allemagne fédérale, qui n'avait pas ses réserves en or sur son territoire, a fait revenir des États-Unis et de France 250 tonnes d'or pour avoir en thésaurisation son propre or. Or, vous avez vu, ils ont l'euro, hein, comme nous. Hein. Donc, on ne peut pas... Ils tiennent à avoir l'or. La France a acheté de l'or et a ramené de l'or des États-Unis, et un certain nombre de pays reconstituent leur réserve en or, dont la Russie. Donc, vous voyez, l'or n'a pas fini de jouer son rôle. Et on sait très bien que dès qu'il y a crise financière, toute une partie des mouvements spéculatifs se tourne vers l'or. Donc, on ne peut pas faire comme si ces choses-là n'existaient pas. Voilà. Et donc, avec cette forme monnaie, Marx explique, et là, j'insiste là-dessus, parce que c'est une critique contre le programme de Mélenchon, qui dit qu'il ne faut pas que la monnaie soit une marchandise, ce qui est une absurdité totale. Marx explique que l'or est monnaie face aux marchandises, parce qu'auparavant, il leur faisait face comme marchandises. Comme les autres, il était aussi équivalent singulier dans des actes d'échange isolés, ou comme équivalent particulier aux côtés des autres équivalents de marchandises. Il s'est imposé peu à peu, et c'est lorsqu'il s'est imposé définitivement qu'on est passé à la forme 4, à la forme monnaie. L'expression de la valeur relative simple d'une marchandise dans la marchandise monnaie est une forme prix en or ou en numéraire. Le numéraire étant ici le billet de banque. D'accord ? Et vous voyez ce que je vous ai raconté sur la Révolution française, qui est quand même intéressant, c'est que les révolutionnaires vont avoir beaucoup de mal à régler la question de la monnaie dès lors qu'ils ont réglé la question de la dette. La question de la dette, ils l'ont réglée simplement. Hein. Ils ont fait banqueroute. C'est les thermidoriens, ils font banqueroute. Donc, du coup, la dette de l'État est annulée, puisque c'est l'État qui détermine le remboursement. Mais elle est annulée, mais dans le cadre aussi du règlement de la vente des biens nationaux, qui a permis à la bourgeoisie de s'enrichir considérablement. Enfin, vous regardez, c'est quand même assez significatif, hein. Regardez un gars comme, comment il s'appelle Barras, qui était un des dictateurs, et qui, en 1789, est un bourgeois aisé, mais la fortune qu'il a en 1797-98, quand il devient directeur. J'ai dit dictateur, c'est directeur plutôt. Tous ces types là, qui vont former l'aile rapprochée de Napoléon, ils font des fortunes considérables, y compris des gens qui ont été des révolutionnaires à un moment donné. Je pense, y compris un David, qui a été robespierriste, qui a été un démocrate, et qui
va aller manger à la soupe, etc. Et alors, le problème, c'est que je n'ai jamais bien compris quelle était la monnaie qui circulait sous le directoire. Puisqu'ils ont fini avec la signale, fini avec les mandats territoriaux. À mon avis, ils utilisaient la monnaie de l'époque de Louis XVI, qui recircule. Pourquoi? Parce qu'elle n'est plus en concurrence avec une mauvaise monnaie. Donc, on peut la réutiliser comme expression du temps de travail socialement nécessaire des marchandises que l'on veut acheter. Marx le dit, mais c'est une expression qu'il reprend, la mauvaise monnaie chasse l'or. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a une monnaie qui ne repose pas sur l'or, en gros, l'or disparaît, l'or ou l'argent, hein, quand on dit l'or, c'est les deux. L'or et l'argent disparaissent, thésaurisés, et la mauvaise monnaie, elle se dégrade et elle permet des spéculations, des machins, etc. Et c'est en 1800, alors je n'ose pas dire de sottises, mais il me semble que c'est 1802-1803, que le baron Sellière, qui est revenu d'exil d'Angleterre, et qui remplace à la tête de la fortune familiale son papa, qui a été guillotiné, parce qu'il est resté, je crois que c'est le papa qui est resté, parce qu'il fallait assurer les biens de la famille, donc ils avaient envoyé toute une partie de la famille en Angleterre, et il y en avait un qui était resté, il a été guillotiné, et Sellière, et un certain nombre d'autres, dont les noms sont assez connus, hein. C'est les ministres, certains ont été ministres de Napoléon, dont un a été ministre de l'économie, qui vont se mettre d'accord pour créer le franc germinal, qui va être la monnaie du capitalisme français de 1802-1803 à 1928. C'est-à-dire une période où la monnaie française, elle a une référence en or. Alors, à partir de 1914, c'est un peu plus compliqué parce que pendant la guerre, il n'y a plus de convertibilité et après la guerre, on ne la rétablit pas parce que la dette de l'État est telle que ça ne correspond plus à l'encaisse or. Mais officiellement, le franc or se maintient jusqu'à la dévaluation de Poincaré en 1928. D'accord? Et il crée, pour donner à la monnaie française sa crédibilité en or, il crée une banque privée particulière à laquelle participe Rothschild. Il me semble bien que dès le début, il y a les Rothschild. Hein. Rothschild, Sellière, alors je ne le prends pas par hasard, lui, hein, Sellière, et puis un certain nombre d'autres, il crée la Banque de France. Banque de France qui est une banque privée. Hein. Elle sera privée jusqu'en 1945, la Banque de France. Et qui a à sa tête, son directoire, un représentant de chacune des grandes banques françaises, avec un président, président du directoire, etc. Et alors pourquoi j'ai insisté sur Sellière? Parce que c'est l'ancêtre du baron Sellière qui a créé le MEDEF, et que les Sellière, depuis les années 1900, c'est les de Wendel. Et c'est comment ces familles s'emparent du truc et vont gérer ce franc or qui est resté légendaire puisque c'est une monnaie qui a été d'une stabilité extraordinaire. Et aujourd'hui encore, le Napoléon et le Louis, c'est les monnaies de la période glorieuse du franc germinal. Le Louis, c'est pas Louis XIV, hein, c'est Louis XVIII, ou Louis-Philippe aussi. Le Napoléon, c'est la pièce de 20 francs de Napoléon le Ier, et puis Napoléon III, qui va aussi faire sa pièce, etc., et qui sont devenus en soi des éléments spéculatifs. Mais donc vous voyez, cette apparition de l'or comme forme monnaie, etc., c'est quelque chose qui va bouleverser les rapports économiques et sur laquelle on reviendra la prochaine fois. S'il y a d'autres choses que vous n'auriez pas compris, on reviendra dessus. Je crois qu'on a quand même avancé, là. Vous allez voir, la relecture est généralement... C'est pour ça que je vous ai dit, il faut noter ce qu'on ne comprend pas, puis relire après et prendre des notes. Parce que
En fait, à la deuxième ou troisième fois, les choses apparaissent plus claires, surtout après discussion.